vous allez voir qu'au sein du musée du Louvre, Anthony Girard, qui est responsable du SI, c'est ça, Anthony? Euh, à peu près ça, donc a réussi à automatiser certains processus. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'était sur la durée, mais ça a été super efficace. Et il aura pour cela le renfort donc, de Pablo Rosset, c'est ça, Pablo, qui est ingénieur commercial chez Eiffage, qui a une plateforme d'automatisation de processus qu'ils vont vous présenter. Alors, ils vont vous raconter une belle histoire. Mais bon, pour qu'il y ait une belle histoire, il faut des tas de choses. Il faut un décor, il faut un contexte. Vous allez nous planter. Il faut une quête, savoir où on va. Il faut un héros. C'est la plateforme d'Eiffage, justement, le héros de l'histoire. Il faut des opposants, des freins. Donc, je vous en racontais les nôtres. Anthony vous racontera les siens. Et puis, il faut des éléments facilitateurs pour arriver justement à la happy end qu'on espère tous. En tout cas, moi j'espère, cher Chimag, au sein d'automatisation de processus. Mais d'abord, on va planter le décor. Donc, Anthony et Pablo, je vous laisse nous raconter déjà qui vous êtes, ce que vous faites, et puis après, on parlera de cette histoire au sein de vos élus. Bonjour à tous, merci d'être présents. Anthony Girard, un responsable des c'est pas tout à fait ça, c'est chef de service des systèmes d'information financiers, comptable et décisionnel. C'est le raccourci à rencontrer. D'accord. Et je suis aussi sur le domaine billetterie et je m'occupe aussi des sujets numériques au sein de l'établissement. J'ai plusieurs casquettes et en plus, à travers l'approche processus, la casquette est encore plus large parce qu'on touche à tous les métiers du musée en général et non pas juste dans un domaine, dans un métier. Ça, j'ai tous les métiers, cœur de métier, en fonction support. Mais je crois qu'il faut encore même temps. Bonjour à tous, Pablo Rosset, ingénieur commercial au sein du groupe Eiffage. J'interviens sur la commercialisation de toute l'offre Eiffage qu'on vous présentera juste après. Donc, je vais juste revenir très rapidement sur ce qu'est le musée du Louvre, ce que vous connaissez tous, vous en avez entendu parler à minima. Le musée du Louvre, en fait, c'est un établissement public administratif. En réalité, il y a deux musées. Il y a le musée du Louvre et le musée de la Croix. Il y a le jardin des Tuileries aussi. Et il y a un centre de conservation, le centre de conservation Liévin, qui est dans le nord, qui reprend l'ensemble des réserves du musée. Donc, c'est une entreprise comme une autre, avec beaucoup de fonctions support, avec 2300 agents en permanence, plus quasiment autant de prestataires. On a des agents vacataires aussi en renfort lors des vacances scolaires, on peut monter à peu près à 300-400 personnes en plus. Et tout ça pour accueillir environ 7,8 millions de visiteurs. Ça, c'était pour l'année 2022. Avant le confinement, on était à 10 millions. Aujourd'hui, on est plutôt sur des jauges un peu plus réduites, notamment pour contribuer à améliorer la qualité de la visite des visiteurs. Il y a 33 000 œuvres exposées, 244 000 mètres carrés de plancher. Alors pourquoi j'ai mis ce chiffre-là? C'est parce qu'en fait, ça nécessite beaucoup de travaux en permanence. Ceux qui, enfin, tout le monde vit dans un appartement, une maison, et c'est ce qu'il y a comme travaux à faire en général. À l'échelle d'un musée, c'est énormément de travaux en permanence. Et l'un des processus qu'on a réalisé avec Worky, Eiffage Process aujourd'hui, est un processus autour des demandes de travail. Donc, pour vous contextualiser le métier d'Eiffage, on est éditeur et intégrateur d'une suite logicielle permettant de dématérialiser le contenu au sein des organisations, qu'elles soient privées ou publiques. On totalise du coup 160 collaborateurs et c'est 2800 organisations clientes de nos solutions, donc comme je le disais, réparties entre le secteur privé et le secteur public. Et le tout pour un chiffre d'affaires avoisinant les 18 millions d'euros sur le dernier exercice comptable. Notre offre, comme vous pouvez le voir à l'écran, s'articule autour de 4 grands domaines dans la dématérialisation du contenu. Donc, avec un premier domaine qui va être la génération de contenu,
On va ensuite avoir des solutions qui vont permettre de gérer ce contenu, de gestion de contenu, des solutions de partage de contenu, et puis une solution d'archivage. Pour chaque pilier, nous proposons des modules qui viennent graviter autour de ces grands piliers. Donc, pour la partie content generation, donc pour la génération de contenu, on a un module de capture qui va nous permettre de capturer des informations sur les documents. On a un module de composition de documents et puis un module de dématérialisation à la source. Pour ce qui est de la gestion de contenu, on a une solution de gestion documentaire et de BPM. Donc, c'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Module qu'on appelle Ephalia Process, anciennement appelé Worky. C'est appelé Worky jusqu'à maintenant, donc c'est pour ça qu'Anthony peut parler de Worky, mais on parlera bien d'Ephalia Process. Et puis pour la partie gestion du partage d'informations, c'est un portail qui va permettre d'échanger des données. Et sur la partie archivage, on a un coffre-fort certifié qui nous permet d'assurer la pérennité, l'intégrité des documents. Donc le tout donne une suite qui va permettre de gérer la totalité des contenus au sein des organisations. Et bien sûr, c'est des modules qui sont interconnectés pour aller répondre à l'ensemble de ces enjeux au sein des entreprises. Voilà pour la petite présentation. Donc ça, c'était le décor. On a planté le décor. Maintenant, le début de l'histoire. Alors, d'où vient ce besoin d'automatisation de processus? C'est parti de quoi? Alors, donc c'est une longue histoire qui démarre même un peu avant 2010, on va dire en termes de rencontres avec Worky. C'est vrai que moi j'ai toujours l'ancien nom en tête, Ephalia Process. Donc l'aventure en fait elle démarre en 2008. On avait besoin de changer notre outil, enfin de réacquérir un outil pour gérer nos missions. À cette époque on a fait un appel d'offres. CLog, le prédécesseur d'Ephalia, a répondu avec la solution Worky et ils n'ont pas été retenus à cette époque. En revanche, le côté un peu boîte à outils de la solution qu'ils proposaient, qui pouvait permettre de développer un processus autour des missions, avait quand même attiré notre attention. Voilà. On était en 2008, il n'y avait pas de projet particulier autour des processus. On ne voulait pas prendre le risque d'aller vers un outil boîte à outils, alors que notre processus de gestion de mission n'était pas suffisamment mature, en tout cas, pour être développé de A à Z. Donc, on était plutôt parti sur un outil sur étagère, un outil sur étagère qui permettait de gérer les frais de déplacement. Mais quand vous dites gestion des missions, c'est quoi comme mission pour ceux qui... Les missions à l'étranger, pour nos agents qui partent à l'étranger, les archéologues qui vont aller faire des fouilles dans certains pays, au Liban, etc. C'est notamment pour gérer à la fois les ordres de mission et les frais. Sont liés aux ordres de mission. Donc en 2010, par contre, en 2009-2010, la direction générale a entamé une réflexion et une démarche qualité pour l'établissement. Une démarche qualité donc centrée autour des processus, avec chargé de mission qui a cartographié les macro-processus du musée du Louvre, qui les a déclinés en procédures, et qui à l'époque, alors ceux qui aiment bien l'informatique, c'est un peu geek, elle modélisait tout, elle faisait des petits logigrammes à travers un logiciel qui s'appelle Excel. C'est pas facile de faire des dessins dans Excel, ceux qui ont essayé. Et elle est venue voir la DSI pour savoir s'il n'était pas possible d'avoir un outil pour dessiner des logigrammes un petit peu plus pratiques. Donc c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Je lui ai proposé Visio à l'époque, qu'elle a bien apprécié, qui était quand même plus sympathique Excel. Et surtout, en discutant avec elle, on s'est rendu compte qu'elle avait deux besoins. Elle avait besoin d'un outil pour cartographier, mais elle avait aussi surtout besoin d'un outil pour placer sous contrôle certains processus, soit dits sensibles, soit dits stratégiques de l'établissement. Donc, la réflexion a fait son petit bonhomme de chemin. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit qu'il faut qu'on se dote d'un outil qui nous permette de cartographier, voire de modéliser les processus métiers un peu particuliers. Et on était notamment parti sur la demande de congé. On avait une demande de congé qui était papier. Chaque agent posait ses congés sur papier, les donnait à sa hiérarchie, et ensuite est envoyé à la RH. Vous imaginez un peu l'efficacité du système, qui a été un système, je pense,
on a tous connu, en tout cas pour les plus anciens. Qu'on a tous- Pourquoi vous me regardez? Non, je pense à moi. Et en fait, c'est vrai que la demande de congé avait cet attrait qu'elle s'adressait à tout le monde, tous les agents du musée, hors surveillance, mais disons à la majorité des agents du musée. Et c'était un bon test en termes de l'autonomie de processus. Il y avait un deuxième processus qui a aussi été développé à la même période, c'était les demandes de travaux muséographiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on a fait un dialogue compétitif, en compétition de différentes sociétés, et Ephalia a remporté le marché avec la solution Ephalia Process. L'outil, franchement, on en était très contents. Le développement de processus se fait très bien. En 2016, l'activité, par contre, elle a migré au sein de la direction des systèmes d'information. Alors pourquoi? Parce que finalement, la chargée de projet s'était tellement approprié l'outil qu'elle savait elle-même développer et modéliser des process. Donc, à un moment donné, la cartographie, on va dire tout l'aspect métier, qualité, c'était sous maîtrise. En plus, on avait créé une direction de la qualité et de l'audit interne. Donc, ça n'avait plus forcément de sens que cette personne-là soit rattachée à la DG, donc elle est venue à la DSI et pour nous aider à maintenir et à exploiter l'outil Ephalia Process. En 2012, 2016-2012, d'ailleurs, ça a été inversé. Donc en 2012, on avait vraiment mis en production l'outil. Et en 2020, juste post-confinement, on s'est rendu compte que le besoin de dématérialisation il était quand même très important, notamment sur certains sujets, comme le parapheur électronique, mais aussi d'autres processus dont je parlerai un peu plus tard. L'émission, notamment, on avait un outil pour gérer l'émission, et la demande d'ordre de mission, sujet un peu amont, pour valider la pertinence pour un agent de partir en mission. C'était un petit trou dans la raquette au sein de notre outil, donc on a développé un petit truc avant. On a ouvert le centre de conservation de Liévin. En fait, le centre de conservation de Liévin, c'est là où sont toutes les réserves du musée du Louvre. Et dans ce centre de conservation, aujourd'hui, les agents ils sont sans arrêt en train de faire des allers-retours entre le palais à Paris et Liévin. Et pour faciliter les déplacements des agents, on a créé un processus qui est ni plus ni moins que la gestion d'un déplacement à travers une mini-agence de voyage. L'agent il dit je veux aller en mission à Liévin, tel jour. Et en gros, derrière, ça déclenche l'achat du billet de train, enfin tout un tas de choses. Alors tout n'est pas automatique, hein, on n'a pas forcément mis toutes les interfaces, etc. Mais disons que voilà, ça permet de gérer vraiment au niveau de manière centralisée une mini-agence de voyage interne. Voilà, donc pour la petite histoire, donc aujourd'hui, en fait, on a vraiment, c'est un outil qui fait vraiment partie intégrante de la vie du musée et qui vit sa vie un peu comme les agents vont et viennent. Et bien, les processus, ça va, ça vient. On en a qui meurent, on n'utilise plus, on en a des nouveaux qui apparaissent. Et en général, il est vraiment en phase avec la vie du musée. Donc là, on a deux besoins, demande de travaux, demande de congés, demande de gestion d'émission. C'est ça. Et on a notre héros, donc Ephalia Process, Pablo. Il faut vous présenter le héros de l'histoire. Pour vous présenter en quelques mots la solution, c'est une plateforme de développement de paramétrage de processus. Justement, ce n'est pas du développement, on est sur une technologie low-code qui permet très facilement de pouvoir paramétrer un processus. Donc, paramétrer un processus sur une interface de modélisation, donc un designer, on va pouvoir définir via des glissés-déposés des actions, des rôles associés à des utilisateurs. Et au sein de cette même modélisation, en reliant le tout, on obtiendra du coup la cartographie du processus qu'on souhaite dématérialiser. Et ensuite, l'application va générer un espace web où on va pouvoir gérer le processus modélisé. L'utilisateur pourra se connecter sur cette application web et intervenir sur le processus, pouvoir avoir des vues personnalisées aussi des états des documents dans les processus notamment. C'est cette solution du coup qui équipe depuis 25 ans nos clients sur des domaines d'activité qui sont très variés. On a des clients qui utilisent la solution dans le domaine de la qualité, on a des clients qui utilisent
la solution pour dématérialiser des processus d'octroi de crédit en banque, des demandes de greffe. Finalement, on a autant de cas d'application que de clients avec la plateforme Ephalia Process. Et alors, le héros, il est toujours plein de qualités, très polyvalent, mais il y a quand même des défis, des freins qui se posent dans cette histoire, qui n'a pas été quand même. Tout s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, sans difficulté, sans défi à relever. Si, tout a été très facile. Non, du tout. En fait, on a eu la chance d'avoir un sponsor qui était la direction générale. Voilà. Donc, sur un projet comme ça, avoir un sponsor qui est la direction générale, c'était essentiel. Alors, après, ça présente aussi certains inconvénients. Quand la direction générale n'est pas contente, on soit en réactivité. Donc, ça nous a valu de temps en temps quelques discussions animées avec nos partenaires Ephalia. Quand on avait des petites urgences en fait d'intervention parce que un process ne tournait pas exactement comme on l'aurait souhaité, ou qu'on avait besoin d'une petite évolution autour de quelque chose, parce que l'outil, entre le moment où on l'a acquis et aujourd'hui, il a quand même considérablement évolué. Pablo parlait de glisser-déposer pour faire de la modélisation. C'est vrai dans la nouvelle version, la version qu'on utilisait nous et qu'on utilise encore aujourd'hui en train de migrer, n'était pas avec un simple glisser-déposer, elle était un petit peu moins conviviale, bien qu'elle était déjà très intéressante. Elle était déjà très bien, mais aujourd'hui, je pense qu'avec la nouvelle version, on passe vraiment un gap et elle est encore beaucoup plus accessible, on va dire, pour un néophyte, entre guillemets. Et ça, c'était sans doute une première difficulté, c'était vraiment de s'approprier l'outil de développement. Parce qu'on voulait vraiment, au sein de l'établissement, être autonome dans le développement de nos processus. Ce qu'on a su faire. Donc, on avait un sponsor, un partenaire. On a aussi mis en place une communauté, en fait, une communauté de responsables de processus. On avait une dizaine de processus en permanence de développer. Et on a identifié à chaque fois un responsable de processus. Et c'est ce responsable de processus qui, pour nous, faisait le relais entre les utilisateurs, les règles de gestion et le métier qui devait être mis en place, et nous, pour la partie développement. Donc, cette communauté, finalement, on la réunissait tous les 3-4 mois et, de responsables de processus, et ça permettait derrière, pour nous, d'établir une feuille de route, d'évaluer ce qui fonctionnait bien, ce qui fonctionnait moins bien, et derrière de faire vivre nos processus avec plutôt pas mal de réactivité. Et ensuite, on a des utilisateurs. Donc, les utilisateurs, c'est ceux qui sont en bout de chaîne. Et ils peuvent être extrêmement exigeants pour certains. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de faire avancer les choses. Donc, on a toujours été à l'écoute. Et avec une petite particularité, c'est que quand on développe un processus, en fait, je pense qu'il faut le voir, tu disais, on pousse vers le web. En fait, il faut le voir comme une mini-application. On développe un processus, mais c'est une nouvelle application qui est mise à disposition, une nouvelle application informatique mise à disposition des utilisateurs. Et ça, pouvoir mettre une application informatique 3 jours au service des utilisateurs qui peuvent l'utiliser immédiatement, on peut le faire avec ce type d'outil. Ce n'est pas le cas avec quand même Better d'outils. Mais alors, quand vous parlez du sponsor, c'est-à-dire tout au long de cette phase, vous avez gardé toujours le même sponsor, c'est-à-dire que les gens j'imagine, vous avez dit, ils vont, ils viennent, et les directions changent. Comment ça se passe dans ces cas-là? Vous gardez le même sponsor? Alors, en fait, on a eu la DG comme sponsor pendant des années et des années. Et on faisait même, alors je vous disais qu'on avait des réunions tous les 3-4 mois avec la communauté des pilotes de processus. Mais on avait aussi 2 réunions par an avec la DG. Donc, même quand la DG a changé, on a continué à maintenir ce type de rendez-vous. Alors, on ne le fait plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres instances qui ont vu le jour et dans lesquelles on arrive à échanger. Donc, on ne l'a plus identifié comme un sponsor à part entière autour de cet outil. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Ephalia Process, on est en 2024, on l'a mis en place en 2022, ça fait 10 ans, mais plutôt en phase de croisière. Même si on peut mettre toujours en place de nouveaux processus, il est plutôt en phase de croisière, et ce besoin de sponsor est moins prégnant. Et du côté utilisateur, moi je vous parlais on va dire, des collaborateurs qui traînaient des pieds à faire bouger les choses, à adopter ce nouveau processus ou cette nouvelle manière de fonctionner. Ceux qui sont exigeants, c'est super, il faut avancer les choses, mais ceux qui sont un peu plus récalcitrants. Alors, je suis en train de chercher un utilisateur récalcitrant. Vraiment récalcitrant. Ils n'ont pas envie de changer la manière de faire. Ouais. Alors, en fait, on l'a eu par exemple,
au niveau de la demande des travaux muséographiques, dont je vous parlais, on a énormément de travaux dans le musée. En fait, avant 2012, quand il y avait des travaux à faire, ça se passait grosso modo où j'ai vu le légume. C'est-à-dire qu'il y avait un besoin, un conservateur qui prenait l'ascenseur avec quelqu'un qui travaillait en atelier, qui lui disait oui, après-demain j'ai une exposition, il faudrait que tu vois avec les installateurs qui mettent en place tel truc. Et on lui disait oui, ok. Et la planification, en fait, elle était plutôt dans l'ascenseur que bien formalisée. C'est un petit peu comme chez Archimag. Voilà. Et donc, de temps en temps, bah, forcément, quand je dis on disait oui, c'est quand ça se passe bien. Mais de temps en temps, quand il y avait des goulets d'étranglement et puis derrière, on n'était pas en capacité de répondre oui, alors qu'il y avait réellement cette urgence d'une exposition 2 jours après, ça pouvait poser des problèmes. Qu'est-ce qui se passait? Le conservateur, il allait voir le président, et le président arbitrait, et puis en fonction du conservateur, il y en a un qui avait gain de cause. Je pense que ça, on a tous connu ça aussi. En revanche, il y a eu ce besoin justement, en tout cas pour le chef du service planification, d'essayer de mieux appréhender ce sujet-là. Donc on a mis en place une demande de travaux muséographiques. Toute demande de travaux passait par l'utilisation de l'outil. Et avec un chef de service, c'est là où on a un sponsor, mais on a aussi personne, donc là c'était le pilote de processus, un chef de service qui avait une personnalité quand même, qui était capable de dire non. Et on a mis en place des règles portées par le processus. Et même si de temps en temps ça grognait, et il a fallu peut-être 1 an et demi, 2 ans, que le process prenne vraiment le pas. Aujourd'hui, en fait, il n'y a personne qui reviendra en arrière et qui fera des demandes sans passer par l'outil. Même au niveau des conservateurs. Ce processus, on se l'est approprié en interne. On a vu des gains. On va peut-être parler de plus tard, mais en tout cas, on a des gains, notamment en termes de planification et d'organisation du travail. Aujourd'hui, c'est vrai qu'un conservateur à qui pouvait dire non avant, parce que il y avait un truc plus prioritaire, alors que lui, il avait peut-être fait sa demande 15 jours, 3 semaines, 1 mois avant, et que finalement, le truc prioritaire, bah, il ne prenait pas sur sa demande. Aujourd'hui, ça n'arrive plus, en fait. Donc, c'est mieux géré, et donc, on voit le gain, ça a été partagé, et je pense que chacun y a trouvé ça. Bon, alors vous l'aurez compris, tous les défis ont été relevés par le héros, enfin à peu près, en tout cas. Justement, si on passe maintenant du côté des éléments facilitateurs, vous parliez d'une solution no code, de la simplicité d'usage, de tout en un. Alors, oui, donc la solution, bah, on peut dire que c'est une solution boîte à outils. On peut dire effectivement que c'est une solution boîte à outils, qui s'adapte selon les contextes, mais chez au musée du Louvre, c'est clairement l'aspect boîte à outils qui a fait son succès au cours des années. Et alors, donc ce côté boîte à outils, bon, bah, ça présente, alors, on va parler avantages-inconvénients un petit peu quand même. Donc, ça présente des avantages, c'est qu'avec une boîte à outils, on peut tout faire. C'est comme MacGyver, avec un œuf, il est capable de réparer une voiture. Avec une boîte à outils, on peut tout faire. Bon, l'inconvénient, c'est qu'avec une boîte à outils, on peut tout faire, mais en même temps, quand on est face à la boîte à outils et qu'on ne sait pas s'en servir, on peut ne rien faire aussi. Donc, de temps en temps, il y a besoin de cadrage. Quand on a un processus, quand on a un vrai besoin, on instruit quand même on instruit le besoin. On essaie de savoir où on va. Et c'est là où l'approche, je trouve, de l'outil Ephalia Process est un petit peu perturbante dans certains cas. C'est que, en fait, en général, on veut faire une demande de quelque chose dématérialisé, on s'appuie sur un formulaire. Avec l'approche Ephalia Process, c'est différent. On s'appuie sur un workflow. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit, bon, bah, vous voulez faire quoi? Ça s'adresse à qui? Et on s'affranchit complètement du formulaire. C'est-à-dire que si vous voulez faire une demande de congé, qu'il va y avoir tel type de congé, congé annuel, RTT, etc., ça, on s'en affranchit complètement au début. Et ça, c'est une notion qui, de temps en temps, cette couche d'abstraction pas toujours évidente. Quand on est métier, qu'on a vraiment le nez dans le guidon, c'est pas toujours évident de prendre cette hauteur-là. Donc, il faut vraiment raisonner le process, c'est-à-dire ben, qui intervient au début, ça va où après, est-ce qu'il y a des allers-retours, qui peut modifier, qui peut voir
le processus, etc., etc. Il est vraiment sur une approche processus. Le formulaire, ça ne vient qu'en second plan. Par contre, cette méthode a l'avantage de pouvoir être fait en temps réel. Alors, en atelier, on vient avec l'outil, on pose les petites cases, on dit c'est qui le premier, l'émetteur, ok, il fait quoi, il fait ça, ok, et avec différents statuts, et on modélise le processus très rapidement. Et finalement, on est dans une approche agile. Donc en 2012, on était déjà dans une approche agile sans forcément en connaître le nom, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même assez courant. Et on est en fait en permanence en approche agile dès qu'on développe en fait autour de process, des familles process. Oui, et puis le héros de l'histoire, il vient jamais seul. Le héros est toujours accompagné, il y a toujours un accompagnement. Effectivement, au sein du groupe Ephalia, c'est une équipe d'une trentaine de personnes aux équipes projet qui se chargent de délivrer les projets aux clients. Plus particulièrement sur la partie Ephalia Process, c'est 5 personnes expérimentées qui s'occupent de nos clients. Comme commençait à le dire Anthony, il y a différentes manières de voir les choses. On va être capable de pouvoir conférer une autonomie quasiment totale aux clients dans la modélisation et le déploiement de leurs applications. Donc ça, c'est une première option. On va être capable de délivrer, nous, la solution aux clients, une solution clé en main, ou un modèle hybride des deux. Donc ça, c'est aussi notre force de pouvoir accompagner les clients selon leurs souhaits, leurs besoins, et évoluer ensuite vers une globalisation de tout leur processus pour la plateforme. Vraiment ça l'objectif. Ouais, et d'ailleurs, on a connu les deux en fait. C'est-à-dire qu'on a eu les compétences en interne pour développer, avec les mouvements personnels, de temps en temps, on a perdu cette compétence-là. Et dans ces cas-là, on s'est appuyé sur Ephalia, qui a su reprendre le processus, les maintenir, nous apporter des correctifs ou des évolutions quand on en avait besoin. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de faire développer certains processus par Ephalia. Voilà, je veux dire, on arrive à se réorienter en fait assez facilement malgré tout. C'est une adaptation effectivement qui se fait assez naturellement, plutôt du côté lourd selon les ressources disponibles. Mais du coup, comme c'est vrai qu'Ephalia garde une connaissance quand même très précise des process qui sont développés au monde, on peut très facilement pour récupérer cette tierce maintenance applicative, cette TMA et ses évolutions du coup au fil de l'eau. Et alors, on en parlera peut-être juste après, mais au-delà de la solution boîte à outils, de temps en temps, vous arrivez aussi avec des processus clés en main. Je pense notamment au parapheur électronique que nous, on est en train de mettre en place. Effectivement, ça c'était un sujet je crois que c'est le prochain sujet. Ben oui, justement, l'idée, Anthony, c'est de se dire aujourd'hui, au musée du Louvre, combien de processus sont orchestrés avec Ephalia Process? Il y en a combien? Parce qu'on a parlé, on a parlé finalement que de Alors, il y en a 12 et 3 en développement, on va dire 15. 15. Et vous vous disiez tout à l'heure que certains mouraient, d'autres restaient. Alors comment ça se... Alors, la demande de congé, ça a été l'un des premiers processus qu'on a mis en place. On est quand même passé d'un formulaire papier à un processus vraiment avec la demande de congé. Et aujourd'hui, on a acquis un nouveau logiciel de gestion de congé, il y a quelques années, 2-3 ans maintenant. Donc, on a abandonné la demande de congé. Après, il y a d'autres sujets, par exemple, qui ont vu le jour, comme l'émission de reçus fiscaux. Voilà. Donc, un jour, on vient me voir, la gestion comptable vient me voir. On a nos comptes qui sont certifiés, on a tout un tas de sujets qui sont un petit peu importants, notamment l'émission des reçus fiscaux avec les numérotations, etc. Les accès aux applications informatiques, alors de billetterie et financières en particulier, qui sont aussi assez souvent surveillés par les commissaires aux comptes. Donc en fait, ces sujets-là, on m'a demandé de trouver des solutions. Donc on a fait développer les processus pour répondre à ce besoin. Et en fait, on est même capable de saisir les informations d'un reçu fiscal suite à un mécénat, à un don, et d'émettre un reçu fiscal qu'on envoie ensuite à notre mécène. Et donc en fait, on touche vraiment à plein de domaines métiers différents. On gère aussi, par exemple, tout ce qui est campagne de prise de vue, donc la gestion de photographes, la traduction, on a besoin que je rappelle à les traducteurs, un workflow qui est défini pour ça.
Donc, il y a les demandes de travaux, les missions. Mais on touche à beaucoup de domaines. Donc, c'est une brique de votre système d'information. Et en termes d'intégration, Pablo, ça se branche, on peut brancher Fabia Process et connecter, l'intégrer partout avec. Effectivement, la technologie Fabia Process, c'est une technologie ouverte qui peut aller s'intégrer de manière naturelle au sein d'un SI existant. C'est le cas au musée du Louvre sur une certaine partie. C'est des projets qui nous animent aussi en ce moment de justement aller plus loin dans cette interconnexion. Pour être synthétique, avec Fabia Process, on communique vers le SI avec des API. C'est des choses qu'on utilise beaucoup. Des affichés à plat et une technologie qui est entièrement ouverte, effectivement, pour s'intégrer au mieux dans le système d'information. Alors, en termes d'exemples concrets, par exemple, là aujourd'hui, on est nativement, on va dire, interfacé avec notre Active Directory, notre annuaire d'entreprise, ce qui nous permet à chaque fois que quelqu'un émet un process, de ne pas s'identifier automatiquement. Ça donne certaines informations, sa direction, son numéro de téléphone. S'il va chercher pour quelqu'un d'autre, on est capable de rapatrier aussi certaines informations. On va dire que c'est pour simplifier et éviter certaines saisies. Après, on a un autre projet là en cours qui est très important pour nous, qu'on expérimente depuis un an et demi, 2 ans et qu'on va généraliser normalement cette année. Enfin, pas normalement, on va généraliser cette année. C'est un parapheur électronique. Ce parapheur électronique, c'est vrai que si on voulait être idéaliste, on aimerait même qu'il soit interfaçable avec certains de nos outils. On aurait par exemple un marché public qui serait notifié, le service juridique mettrait le marché public dans le parapheur, et automatiquement ça le déverserait soit dans une jet, soit dans notre outil financier, de manière à pouvoir être réexploité le titre de document administratif. Ça, c'est un projet en cours cette année. Alors, on ira en termes d'interface. Je pense que ça sera peut-être au-delà de cette année, mais en tout cas, le projet de parapheur électronique, et on est déjà en expérimentation, donc on l'utilise. Là, on est en train de le généraliser. Et est-ce qu'il y a montée en version vous programmez aussi, parce qu'on parlait d'une nouvelle version. Oui, alors, la migration V5, V7, c'est vraiment la migration du moteur de Fabia Process. Donc, il y a deux parties. Il y a le designer. Ça, c'est ce qui permet de modéliser les processus. Donc, le fait de passer en V7, c'est déposé. Enfin, en tout cas, il y a tout un tas d'attraits qui nous permettront de mieux maintenir le processus, en tout cas en autonomie. Et sur l'aspect interface utilisateur, eh bien, c'est visuellement, en tout cas, la version V7 est beaucoup plus moderne. En termes de champs historisés, ça affiche quand même les informations de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus nette pour les utilisateurs. Donc, il y a un vrai apport sur cette migration. Donc, ça, on le fait en parallèle. Effectivement, comme le disait Anthony, c'est une version majeure de Fabia Process, donc il est basé sur des nouvelles technologies. Il donne aussi la possibilité de pouvoir éditer des documents directement dans l'application. Avec le cas du parapheur, on va finalement pouvoir modifier un document Word, un Office directement dans l'application. L'interface modernisée, t'en as parlé. Et aussi, cette nouvelle version, elle porte un peu l'évolution qu'essaye de mettre en avant Fabia Process, avec des processus verticalisés, comme on les appelle. Donc, avec un parapheur électronique qui est déjà quasiment prêt à l'emploi, on aura juste quelques derniers coups de tournevis à aller apporter pour avoir un parapheur électronique personnalisé. Mais on a aussi tout un éventail de solutions comme une Contratech, donc avec la gestion d'un cycle de vie de contrat, des compositions de contrats de travail, de contrats, un processus de gestion de non-conformité. Donc, tout ça est porté vraiment par cette nouvelle version. Alors, il y a l'autre intérêt aussi, c'est le côté responsive. C'est-à-dire que cette nouvelle version peut être utilisée sur les mobiles. Ça, c'est intéressant. Alors justement, si on résume, Anthony, parce que vous parliez tout à l'heure de ROI. Quel est le ROI justement des Fabia Process? Si vous voulez résumer en quelques. Alors, c'est pas facile de le résumer en quelques mots, dans le sens où calculer un ROI, quand c'est facilement quantifiable, fait un calcul arithmétique et on a le résultat. Là, pour le coup, on est sur un ROI qualitatif. C'est-à-dire qu'on va être sur des délais, on va être sur
les coûts inévitablement identifiés. On va être sur des process à optimiser. Après, on a quand même des vrais ROI, alors qui sont assez difficilement quantifiables. Mais, par exemple, je vous parlais de la certification des comptes du musée du Louvre. Aujourd'hui, les comptes sont certifiés sans réserve. Si demain, on se retrouve à avoir des processus, enfin, des commissaires aux comptes qui viennent nous voir, qui nous posent des questions, et finalement, on n'est pas capable de répondre à leurs questions parce qu'on n'a pas mis les processus en place qui permettent de répondre à leurs questions et de les rassurer, ça peut remettre en cause, par exemple, une certification des comptes. Et si elle est mise en cause de certification des comptes, c'est un établissement comme le musée du Louvre, ça peut avoir des retentissements, en fait, c'est pas anodin. Donc, voilà, tout n'est pas forcément quantifiable à proprement parler, mais en termes de qualité, ça nous a vraiment apporté beaucoup de choses en termes de confort d'organisation et rassurer nos décideurs. Et Pablo, là je me tourne vers vous, on vient de donner l'exemple d'un musée, mais les Falière Process, ça s'adapte à des tas d'autres types d'organisations, d'entreprises, publiques, privées. On peut faire des tas de choses avec. Effectivement, ça va s'adapter à tout type d'organisation, privée ou publique. Et comme je le disais un peu en introduction, il va y avoir autant de cas d'application que de clients. On a des clients qui vont l'utiliser sur un seul processus. Donc, comme je le disais, hein, ça peut être dans la qualité, des processus vraiment très métiers et liés vraiment à une organisation. Et on a encore bon nombre de clients qui utilisent l'application pour aller gérer tous les processus qui ne sont pas dématérialisés au sein de leur récit actuellement. Vraiment un grand domaine des possibles avec les Falière Process. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. Préparez vos questions. J'espère que vous avez pris des notes. Je vois qu'Axel, qui travaille chez Archimail, est là, en a pris plein pour que nous aussi, on puisse changer le processus et les rendre plus efficaces. Si vous avez des questions, on vous tend le micro, que ce soit à Tony ou à Pablo. N'hésitez pas. Il nous reste encore 5 minutes. Une question par ici. Non, avec le fil, ça ne va pas le faire. J'avais l'air tellement captivé par l'émotion. Pour le coup, on a choisi Falière Process. En fait, il propose un paraffeur, on va dire, sur étagère, et après qu'il faut adapter, et qu'on adapte comme on adapterait n'importe quel processus. Donc, quand on connaît la solution, finalement, il n'y a pas trop de difficultés à l'adapter. Effectivement, il fallait un process qui répond très bien aux besoins de paraffeur, puisque le paraffeur est un processus en soi. Et donc, du coup, ça prend tout son sens de le gérer avec une solution comme il fallait un process. Voilà, j'allais le préciser. En fait, on utilise même le paraffeur avec une signature électronique. Et une signature électronique RGS nous éclaire. Et pour la partie signature RGS une étoile, Efalia est éditeur d'une solution qui permet ce genre de fonctionnalité. Alors, et on a Efalia nous a présenté aussi la possibilité de faire signer par des personnes extérieures, notre établissement par exemple. Mais si on a des partenaires, des mécènes, des partenariats, eh bien on peut faire signer avec un outil que vous proposez, je crois. Le contrat privé, c'est ça. Et qui permet justement de faire une signature simple et validée avec des partenaires extérieurs. Alors, imaginons que demain, quelqu'un vous demande de créer, de modéliser un nouveau processus. Comment ça marche? Qui s'en charge? Et c'est quoi la démarche pour justement modéliser tout ça? Alors, en fait, ils viennent voir la SDSI. Voilà, on va discuter avec eux, on va regarder, on va analyser le besoin, on va identifier le besoin. Et ensuite, soit on va le faire en interne si on a les ressources, si on a le temps de le faire, soit on va voir avec Efalia pour modéliser le processus. Mais c'est possible en interne, on peut le faire, on peut le gérer, modéliser en interne. Oui, on l'a déjà fait. On l'a vraiment déjà fait. Là, aujourd'hui, je dirais que non, on ne pourrait pas, mais ce ne serait pas tant une histoire de compétences, c'est plus une histoire de temps.
En fait, aujourd'hui, on a beaucoup de projets en même temps. S'il fallait faire quelque chose sur 2024 avec nos ressources internes, on n'aurait pas le temps parce que forcément, je veux dire, je demande à quelqu'un de l'équipe d'Ephalia de me faire un processus simple en 2-3 jours. Et on leur a demandé là, par exemple, sur un outil de gestion de tickets d'assistance informatique. On a un nouvel outil informatique. Je voulais qu'il y ait un outil de gestion de ticketing. Eh bien, j'ai demandé à Ephalia, est-ce que vous pouvez me faire ça? Et je veux un truc simple, rapide. Ils l'ont fait en 2-3 rendez-vous d'une demi-journée. Donc, ça s'est très très bien passé. On l'a mis en service en 15 jours, 3 semaines. Et, ça a été simple. Voilà. Après, tout dépendra du processus qu'on demande. Vous confirmez, Pablo, je peux modéliser mes processus chez Archimag facilement, tout seul? Tout seul, il faudra quand même deux petits transferts de compétences pour être capable Exactement. de modéliser. Mais oui, oui, il n'y a pas besoin de culture informatique plus poussée que ça pour être capable de modéliser en autonomie. Et après, la création de l'application qui gère le processus se fait de manière automatique. Donc l'effort, il est uniquement sur la modélisation. Et je confirme ce que disait Anthony, on était en réunion sur un costume, et il nous a décrit rapidement le besoin. On a été capable de planifier des dates très rapidement après pour avoir une première phase de spécification. Et en 2 semaines, c'était en production chez eux. Et en fait, juste pour rajouter, au tout début du projet, en 2012, on a été 3 à être formés. 3 personnes. Aujourd'hui, on est 2, il y en a une qui est partie, elle a été remplacée par une autre qui a été formée aussi. À chaque fois, on essaye d'avoir 2-3 compétences, ce qui nous permet, quand il y a des petites corrections à apporter, des petites évolutions à apporter, c'est nous qui mettons les mains dans le cambouis et on le fait. On a cette capacité-là. Dès que ça devient un peu difficile, on évalue si on a le temps de le faire ou non. C'est un petit peu la démarche. Et sur le temps. Une question? Oui, attendez, parce qu'il y a le micro qui va. Merci. Je suis intéressée par la partie gestion du contenu et traçabilité. Je vois que vous avez des processus avec le système de données, tout ce qui est système et évidemment des documents produits. Qu'est-ce que vous avez mis en place sur la gestion de l'automatisation et notamment avec des processus avec transfert d'informations? Les documents sont vraiment sur le processus en fait. Là, tout sont vastes, mais Et à laquelle vous allez répondre en 30 secondes. Parce que, Alors, effectivement, via l'offre Ephalia, on va avoir les 2 pans du projet que vous m'avez décrit rapidement. Donc, la partie process, on va être capable de dématérialiser des process, comme on en a parlé. Ça peut aussi être des process documentaires, ce qui avait peut-être un peu plus le cas dans votre demande. On va être capable de dématérialiser un processus de création d'un document. Donc, chaque utilisateur à différentes étapes apportera quelque chose au document. Je le reprécise directement sur l'interface. Et une fois que le document aura été validé, il sera publié du côté GED et accessible à tous les utilisateurs directement. Il y a un versionning qui se fait aussi de ce document. Le tout est enregistré en GED. Je sais pas si ça arrive. mais je crois que je vais vous inviter à aller poser directement la question juste après, parce qu'on va devoir se quitter. Merci, messieurs, en tout cas, pour ces explications, cette belle histoire. Et puis, merci à tous. Merci à vous.